Aussi par les serres blanches, parce qu'à l'époque, on pouvait pas, les hommes ne pouvaient pas être en contact avec les femmes. Donc, c'était les serres blanches aussi qui ont travaillé pour recueillir aussi toute cette littérature orale. Dans cette littérature orale, notamment, bon, il y a un peu tout. Il y a des proverbes, il y a des récits, il y a de l'histoire aussi, parce que l'histoire, elle est aussi orale, c'est pas forcément écrit. Et il y a des contes, notamment, dont je vais parler aujourd'hui, parce que ce que je fais, c'est que de tous ces textes qui sont publiés et que vous pouvez télécharger gratuitement dans les sites où ils sont, j'ai tiré tous les contes, qui sont 128 contes, et donc on va parler un peu de ces contes. Mais avant, je voudrais parler quand même sur qu'est-ce que c'est les contes populaires, qu'est-ce que c'est les contes orales. Et vous allez me permettre au moins une quinzaine de minutes, 20 minutes de parler un peu, je vais essayer de descendre, je vais parler un tout petit peu théoriquement sur ce qui est les contes. J'aurais aimé projeter des photos, des très belles photos qui appartiennent aussi au fond des documentations sahariennes qui se trouvent à Gardaïa chez les Pères Blancs, des photos anciennes du peuple. Je ne sais pas si vous voyez par exemple, voilà, ça c'est une photo par exemple. Elle est belle, hein? C'est des enfants dans la rue, tu vois. C'est une tante. Voilà, il y a une autre, voilà, ça c'est une femme. Alors je vais. Bon. Mais bon. Dommage. C'est dommage, oui. On verra. Donc, pour ce qui est du conte, quand nous disons conte, conte, d'où vient ce mot? Ben, le mot, ça vient du latin. En latin, il y a un mot qui dit contare. Contare, ça veut dire énumérer, compter des numéros, 1, 2, 3, 5, voilà, ça c'est contare. C'est le même mot en espagnol dit cuento, contar, en français conte, compter, voilà, et puis dans les langues latines en général. Qu'est-ce qu'on fait quand on est en train de raconter un conte? On est en train d'énumérer des récits, des séquences, tu vois, des personnages, des situations, voilà, on énumère. Voilà. Si on prend, je ne vais pas vous ennuyer, mais on peut prendre le dictionnaire de l'Académie française, on peut prendre le dictionnaire de la Royale Académie espagnole, etc., etc., et on va trouver des définitions sur les contes. Si on rassemble un peu toutes ces définitions, on peut tirer des mots qui sont cibles, si on peut dire comme ça. Quand on parle du conte, on parle de récit, on parle de narration, on parle de quelque chose qui est bref. Les contes, ce n'est pas un film, ce n'est pas un roman. Des fois, un conte, ça peut durer 20 secondes, ou bien 7 minutes, 8 minutes, mais pas plus. 30 minutes, ça peut fatiguer. Donc, il est oral, ça c'est très important. Vous voyez, il y a une chose dans l'oralité qui est très importante et des fois on ne s'en rend pas compte. L'être humain, l'Homo sapiens, parce que nous sommes les héritiers du Homo sapiens, ça fait 200 000 ans qu'il est en train de penser. Mais il fait seulement 5 000 ans qu'il a commencé l'écriture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, il a pensé toujours, il a parlé, il a récité. L'oralité. L'oralité, voilà. L'oralité, c'est important parce que c'est l'expression, disons, de notre intérieur, de notre réflexion. Voilà. C'est pas que l'écriture soit pas importante, mais on oublie beaucoup de fois l'importance de l'oralité. C'est voilà, la mémoire. Ce qui nous ont transmis nos parents de génération en génération. C'est une richesse qu'on est en train de perdre. Pourquoi? Parce qu'on l'a écrit déjà. L'oralité a été écrite et voilà, elle est morte. Ouais. Voilà, on ne peut plus la recréer, on ne peut plus l'avancer, tu vois, la mémoire. Hein? Bon, ce que je dis, c'est un peu tragique, mais ce n'est pas tellement comme ça, mais c'est pour vous dire l'importance de l'oralité.
Et il y a aussi, pardon, Voilà. il y a aussi la musicalité, il y a la Voilà, voix, l'importance de la voix, la douceur de Tout la à voix. fait. Donc, il y a aussi, dans toutes ces définitions, il y a aussi les faits qu'on raconte, l'invention, la fiction, les faits fantastiques. Les contes ont été faits pour divertir aussi, la diversion. Et puis, on retrouve aussi dans toutes ces définitions le mot enfant. Bien sûr, parce que normalement, c'est les enfants qui étaient autour de la mère, mais pas seulement les enfants, il y a aussi les adultes qui écoutaient les contes. D'accord? Bon, je vais tirer l'attention sur vous sur les mots conte en arabe algérien. Comment on dit conte en arabe algérien? Quelqu'un? Là, hikaya, on dit en arabe classique. Kharafa. Kharafa. Voilà. C'est les mots qu'on utilise pour tous les mots. C'est l'arabe classique. Non, l'arabe classique on dit khirafa aussi, mais normalement on dit hikaya. Mais en arabe algérien on dit kharafa. Hajit et Koussi. Voilà. Oui, mais hajit. Oui, mais ça c'est une formule pour commencer. Bon, alors les mots khirafa, d'accord? On a khirafa. Si on prend le dictionnaire d'arabe, s'il vous plaît, je vais parler d'abord et puis vous parlez, d'accord? Maintenant, je vais agir comme professeur à l'université. Il faut Vous êtes mes élèves, donc agiter. vous vous taisez, ok? Et si vous voulez parler, vous levez la main, ok? Mais il vient au spécialiste ou au marcherie. On a les mots khirafa, d'accord? Les mots khirafa qu'on dit en arabe algérien. Et moi, j'ai utilisé, il y a un grand dictionnaire d'arabe algérien qui a été fait dans la deuxième moitié du XIXe siècle et qui a été réédité plusieurs fois par un chercheur qui s'appelait Bossier. Alors, je tire la définition de ce dictionnaire d'arabe algérien de Bossier. Donc, khirafa, on dit c'est un conte, je l'ai écrit ici, conte, fable, récit d'une aventure fantastique. Ok, donc celui qui raconte, le conteur, on l'appelle kheraïfi. On a un pluriel, kharaf, aoula, kheraïfiya, hein, c'est le pluriel. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on a un verbe. Le verbe c'est kharaf, c'est-à-dire raconter des contes, des fables, des plaisanteries, des histoires imaginaires sans aucun fond de vérité. Mais ce verbe, kharaf, on l'utilise aussi pour dire, pour passer le temps. C'est-à-dire, par exemple, il y a l'expression kharfat layem, c'est-à-dire les jours passés. Kharfat shina, la saison des oranges passée. On a aussi le mot kharif, qui ça veut dire l'automne. Oui. Bon, là, il y a tout un contenu anthropologique. Pourquoi? Parce que c'était surtout en automne qu'on racontait les contes. Pourquoi? Parce que la cueillette, elle était faite, on avait semé et on avait beaucoup de temps à la maison. Les soirs étaient plus longs. Les gens revenaient à la maison et c'était le temps de raconter des histoires, ou bien à la maison, ou bien à la tente. On racontait des histoires. Hein? On n'avait plus de temps. Donc, les mots kharafa, kharaifi, à avoir avec l'automne. Parce que c'est un temps où on avait plus de temps pour être assis et raconter. La femme, elle était à la maison. Normalement, c'était la femme la plus ancienne, celle qui racontait les contes. Voilà. Donc, on continue un tout petit peu. Pour ce qui est de l'arabe classique, normalement, on utilise pour les contes, c'est le mot hikaya. C'est vrai qu'il existe aussi le mot khirafa, hein, mais dans l'arabe classique. Mais normalement, on utilise le mot hikaya. D'accord? Pour ce qui est du conte. Voilà. Et dans toutes ces définitions que nous avons vues, il y a quand même quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque dans les définitions. Pourquoi? Parce que le conte, c'est aussi a d'autres fonctions. A une fonction aussi de communication sociale. C'est-à-dire, il y a les gens qui sont rassemblés pour écouter
quelque chose. Et il a aussi la fonction esthétique. Pourquoi? Parce que la langue dans laquelle est raconté un conte, c'est la langue maternelle, mais c'est une langue qui est un peu élevée au niveau esthétique. C'est comme la poésie en arabe algérien, que vous connaissez. C'est la même langue, mais il y a quand même une esthétique dans la langue. Hein? C'est-à-dire, on soigne les mots. Hein? Et des fois même, on les soigne tellement qu'il y a aussi des mots qui sont déjà incompréhensibles, parce que ce pas des mots qu'on utilise déjà. Hein? Donc, il y a une fonction esthétique, il y a aussi une fonction didactique. Le conte, il est fait pour enseigner les enfants et les personnes. Qu'est-ce qu'on enseigne? On enseigne tout. On enseigne morale, on enseigne religion, on enseigne histoire aussi, parce que des fois, il y a des faits historiques dans les contes. Donc, la fonction de la femme était d'enseigner les enfants à la maison, à une époque où il n'y avait pas d'école, où l'école n'était pas très développée. Voilà. Et il y a aussi une fonction thérapeutique, ça a été bien étudié. C'est-à-dire que les contes, ils peuvent soigner aussi des fois des problèmes, des troubles mentaux. Voilà, des troubles mentaux, des préoccupations qu'on a, tu vois. On entre tellement dans les contes, dans l'imagination, dans les personnages, qu'il peut me guérir. Et ça a été bien étudié par des psychologues, hein. Surtout au XXe siècle, ça a été bien étudié. Bien sûr, il ne peut pas guérir tout, je veux dire guérir certains troubles de dépression, apaiser. Voilà, apaiser, voilà les mots. Voilà. Donc, moi, je reprends maintenant, en tout ça, je reprends une définition que j'ai trouvée dans un chercheur algérien qui s'appelle Van Noot, qui définit bien les contes avec tout ce qu'on vient de dire. Il dit c'est un genre simple et court, destiné à amuser et à éduquer. Le conte est souvent porteur d'immorale, l'un des plus anciens messages des hommes aux hommes, transmis grâce à l'art de conter. Il a la particularité de stimuler la créativité et d'encourager le jugement. Le conte est certainement un outil pédagogique privilégié. Voilà. On continue. On continue avec la théorie. Ça vous gêne, ça vous ennuie? Non, c'est bien. Non, Bon, pour ce qui est de... Je vais un peu vite. Hein. Pour ce qui est un peu de l'histoire du conte dans le monde arabe, vous avez entendu parler de la collection de contes du Khalil Eddin, bien sûr, non? C'est Abdallah ibn al-Muqaffa qui, au 8e siècle, il recueilla le Khalil Eddin. Le Khalil Eddin a été répandu même en Europe. Hein? Vous savez, les fables, de La Fontaine, par exemple, même en Espagne aussi. En Espagne, on a eu des rééditions de Khalil Eddin jusqu'à l'époque de Maurice Guillen, hein, au XVIe siècle. Il y a eu même des manuscrits, on appelle ça la littérature aljamiada, c'est-à-dire c'était les Maurice Guillen qui parlaient le castillan, mais qui écrivaient le castillan en graphie latine. Hein. Ils étaient toujours des musulmans. C'était une manière de se cacher face aux chrétiens. Ils écrivaient en graphie arabe parce que c'était sa culture. Ils ne connaissaient pas déjà l'arabe, mais ils connaissaient l'écriture et ils écrivaient le castillan en graphie arabe. Donc, ça fait qu'ils transmettaient aussi la culture à travers la graphie arabe, mais déjà en castillan. Et donc, par exemple, ils ont transmis aussi le Khalil Eddin. Et il y a beaucoup de contes dans le Khalil Eddin qu'on peut retrouver aussi dans la tradition algérienne, marocaine et tunisienne, partout. Donc, il y a aussi, vous connaissez les 1001 nuits, qui a été aussi des contes qui ont été racontés dans le monde arabe et qui a rassemblé un peu des contes qui venaient de partout, de la Perse, de l'Asie, du monde arabe, de l'Inde. Bon, c'était merveilleux. Et vous avez aussi une époque où la fonction du conteur était très, très valorisée. C'était l'époque des Fatimides en Égypte, au Xe siècle et au XIe siècle. Donc, les contes étaient toujours très importants dans la tradition arabe. Nous arrivons en Europe et nous savons au XVIe siècle, il y a le développement de l'imprimerie.